Ce sujet tragique qu'on a abordé la dernière fois et on terminera sur une note qui est plus sympathique. D'accord? Mais il faut d'abord terminer ce regard qu'on a essayé de porter un petit peu sur l'Holocauste. Et il faut que ce soit clair, surtout pour des gens comme vous qui ne sont pas natifs d'Israël. Il est impossible de comprendre ce qui se passe en Israël si vous ne connaissez pas, vous ne dominez pas parfaitement l'histoire de l'Holocauste. Pas seulement de l'Holocauste lui-même, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Tout l'État d'Israël actuel est une conséquence, et uniquement une conséquence, on fera ça dans un moment. Laisse ta ça parce que je ne veux pas commencer par ça. Plus tard. Mets une chaise au milieu peut-être chez moi, je t'en prie. Mets une chaise au milieu pour soutenir le chose. Toute la vie d'Israël, toute la mentalité de l'État d'Israël, toute la politique de l'État d'Israël sont forgées sur les séquelles de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on ne connaît pas tous les tenants de cette histoire-là, de tout ce drame-là, jamais vous pourrez comprendre les réactions de cet État-là. Quels que soient les courants de pensée, les courants politiques, les courants religieux ou autres. D'accord? Donc ici, il est extrêmement important de terminer ça. Si la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand on a commencé à parler de ce problème-là, j'ai commencé plus exactement à vous présenter quel était l'état de la société juive avant-guerre, la veille de la guerre. Et j'ai commencé par le monde laïque. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de la façon dont un philosophe a convié les Allemands à nous exterminer, un philosophe juif, et bien avant qu'Hitler monte au pouvoir, il était peut-être même pas né, je ne sais même pas quel âge il avait quand il est monté au pouvoir, cette horreur-là. Et toujours est-il, il s'agit d'un philosophe qui a écrit ça et qui nous a conviés à l'extermination au début du XXe siècle, en 1902-1903. Le texte que je vous ai cité, c'est en 1902-1903. Hitler monte au pouvoir en 1933, c'est plus de 30 ans plus tard. D'accord ? Je vous ai parlé aussi de l'opposition violente. Je pense vous avoir parlé, confirmez-moi ou infirmez-moi ça. C'est difficile de se rappeler après 2 semaines, non pas parce que c'est difficile de se rappeler, mais parce que j'ai parlé de ce sujet à plusieurs reprises, alors je ne sais pas si je vous ai parlé à vous, à d'autres personnes. Lorsque les premiers personnages qui encouragent le peuple juif à réintégrer la terre d'Israël veulent publier leurs articles, ils essayent de les publier dans des journaux juifs qui arrivent dans toutes les communautés. Et le pays ou la communauté juive qui avait les périodiques qui pouvaient atteindre le maximum de personnes, c'était la communauté juive d'Allemagne. Je vous ai parlé de ça ou non? Bon, alors là, c'est extrêmement important. Parce que je suppose que des gens comme vous, parce que pour l'instant, je t'en prie, tourne-le un peu. Non, tu peux le... Il y a une solution plus simple, descends-le. Tous les gens qui dérangent, il faut les descendre. Je suppose qu'en tant que jeune à notre époque, quand on vous parle de sionisme, c'est un phénomène qui commence avec Théodore Herzl. D'accord? C'est une absurdité, c'est une entorse insupportable à l'histoire. Qui c'est le premier juif sioniste? C'est Abraham Avinu. Non, mais même sans aller aussi loin, en histoire moderne, qui a poussé le premier, les juifs, ou les derniers temps, dans les derniers siècles, qui a été le premier à avoir poussé les juifs à réintégrer la terre d'Israël? Je précise, dans le but de reconstituer un État. Vas-y. Non, tout de suite après. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est le premier à envoyer ses élèves pour reconstituer ici
la présence du peuple juif et l'État d'Israël. Ils ont posé certains jalons, mais ils n'ont pas... on était très loin d'une situation dans laquelle on pouvait parler de nationalité, d'État, etc. C'était quelque chose d'impossible. Ça se passe en 1800. Les premiers élèves qui arrivent ici, c'était en 1804, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. On a fêté les 2 siècles à la yeshiva, à l'époque, avec des descendants de ces gens-là, et des élèves du Gaon de Vilna. Certains d'entre eux sont professeurs à l'université de Bar-Ilan. C'est eux qui ont parlé. T'étais toi, Michael? Alors, c'était plus tard que 2004, non? C'était 2004? 2008, 2009, peut-être. D'accord. De toutes les façons, c'est à peu près il y a 2 siècles. Et ils viennent ici dans l'intention de reconstituer l'entité juive sur la terre d'Israël. On ne parle pas tout à fait de terminologie d'État au sens moderne du terme, mais on est dans ce sens-là. Très peu de temps après, sur la scène de l'histoire juive, apparaît un des premiers Chachamim qui demande au peuple juif de toutes les communautés et sous toutes les formes possibles et imaginables de venir se réinstaller en terre d'Israël. Et il annonce quelque chose de très intéressant, que le peuple juif va récupérer sa terre des mains des Anglais. On est en 1840. Les Anglais ne dominent pas cette terre. Elle est entre les mains du sultan turc. Comment ils pensent en terminologie de peuple anglais? Là, il faut lire le texte pour bien en être imprégné, tout simplement sur la base de Midrashim. Il montre que les Midrashim sont explicites dans ce sens-là. Comment ça? C'est un sujet qu'il faudra peut-être un jour aborder. Si vous le voulez, on pourra l'aborder. Je vous dis ça brièvement. Toujours ce Rav-là s'appelle le Rav Yehuda El-Kalai. En Israël, on dit le Rav Yehuda El-Kalai. Bon, il n'est pas de la faculté de chimie, les alcalins, laissez ça de côté. C'est El-Kalri. Ça vient d'une terminologie arabe. En arabe, une forteresse, ça se dit Kal'at. Celui qui habitait dans une ville où il y avait une forteresse, on appelait Kalrat X ou Kalrat Y, etc. D'accord? Alors sa famille venait vraisemblablement d'une ville pareille, s'appelait donc Rabbi Yehuda El-Kalri. Il a été le premier, il y a beaucoup de choses à raconter à son sujet, il a été le premier à s'adresser à tous les juifs pour les encourager à venir, et on est en 1840. Le père de Herzl est à peine né. Mais où il publie ça? Il cherche des revues juives qui vont atteindre le maximum de juifs. Et qui détient ça? La communauté juive d'Allemagne. Vous savez qu'est-ce que fait la communauté juive d'Allemagne? Elle lui publie les articles, mais elle l'insulte de façon inimaginable. Inimaginable. Alors ils ont publié, mais ils ont tapé dessus. Vous voyez un petit peu dans le monde laïque où c'est qu'on en était. Je dis, et la communauté, c'était la totalité de la communauté juive allemande. Je dis bien la totalité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite minorité religieuse et une grande majorité assimilée. Et la grande majorité assimilée, elle disait que nous sommes des Israélites de confession, pardon, des Allemands de confession israélite. Ça vous rappelle quelque chose? C'est des formules qu'on entend à côté de l'hypercachère, là. Excusez-moi, c'est plus méchant. Archav, comme on disait, des Français, jusqu'à très peu de temps, vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune. Mais jusque dans les années 70, en France, on parlait de « je suis français de confession israélite ». D'accord? Donc, que Dieu te protège. Archav. Et la partie, l'infime partie, ou la petite partie du judaïsme allemand, qui était extrêmement religieuse, elle était opposée au Rav El-Kalri pour une autre raison,
dont on va parler plus tard quand je vais aborder la problématique du monde religieux. Maintenant, je n'ai parlé que du monde laïque ou assimilé, etc. Quand on va parler du monde religieux, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors, laissons ça de côté. Maintenant, quelque chose qui est extrêmement important à savoir, c'est le point suivant. Ce Rav Yehuda El-Kalri est rabbin à Sarajevo, en Yougoslavie. Et il a chez lui un Shaliach Tzibur, qui est aussi le shochet de la communauté, qui est aussi celui qui sonne du chauffard dans la communauté, toutes les années à Rosh Hashanah. Et vous savez qui c'est? Le grand-père de Herzl. C'est le grand-père de Herzl qui était à côté de lui. Alors quand on vous raconte que Herzl s'est réveillé sur le problème juif à cause de l'affaire Dreyfus, c'est de la falsification de l'histoire insupportable. On essaye de vous présenter un Herzl qui n'a aucun rapport avec le judaïsme, alors que c'est faux. C'est vrai que ce n'était pas un personnage religieux ou pointilleux sur les principes religieux, mais ce n'était pas un personnage détaché du judaïsme. Il est né là-bas, à côté de son grand-père. Sa famille est passée à Budapest. Il a grandi à Budapest. Vous savez où c'est qu'il a étudié dans son enfance? Au Talmud Torah. Il s'est fait foutre à la porte. Comment ça? Écoutez, impressionnant. Il raconte ça plus tard, que son maître au Talmud Torah l'a mis à la porte. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas raconter comme il faut l'histoire des Meraglim, des explorateurs. C'est-à-dire ceux qui ont tapé sur Israël. D'accord? Et plus tard, quand il raconte cette histoire, il est déjà à la tête du mouvement sioniste. Et il dit, je serais très curieux aujourd'hui de savoir, si je rencontrais mon maître, qui serait capable de raconter le mieux l'histoire des explorateurs, si c'est moi ou si c'est lui. D'accord? On vous raconte ici, évidemment, les laïcs mettent la main sur Herzl, on fait un personnage laïque, comme ça, on provoque une scission entre Torah et sionisme. C'est un artifice insupportable. Alors, revenons à notre sujet. Herzl, de Hagav au passage, et ça on en parlera à une autre occasion. Herzl ne s'est pas réveillé sur le problème juif à cause de l'affaire Dreyfus, c'est un mensonge, il l'écrit lui-même. Je ne me suis pas penché là-dessus à cause de l'affaire Dreyfus, mais bien avant. C'est écrit de sa main. Il n'y a pas à discuter ici. D'accord? Pour vous donner même une petite idée combien ce personnage était loin d'une laïcité totale, c'est que quand il décrit dans son livre l'État juif comment va être construit Jérusalem qui va être la capitale, il dit qu'il faut qu'il y ait un bâtiment qui surplombe toute la ville de Jérusalem. Doit être ce bâtiment? Le temple. Le temple, il l'écrit explicitement. Vous voyez, un personnage pareil est loin d'être un personnage laïque. Il n'est peut-être pas le plus grand orthodoxe, mais il n'est sûrement pas laïque. Bon, ça c'est un sujet, mais sachez que si je vous ai raconté cette opposition du judaïsme allemand à ce renouveau du peuple juif, à son retour en terre d'Israël, c'est parce que, aux yeux de Akash Baruch Hu, c'est quelque chose qui a un poids énorme. Et pour terminer ça, je vais vous raconter le dernier point concernant ce judaïsme assimilé d'Europe occidentale. Au début du 19e siècle, quand le juif sort du ghetto, il se met à étudier comme tout juif. Dès qu'il sort de sa condition problématique, il va tout de suite essayer de se recultiver ou en tous les cas de s'attacher à une culture. Et au passage, renaît toute une science qu'on appelle en allemand Wissenschaft des Judentums, ce qui signifie la connaissance du judaïsme. C'est ce qu'on appelle les sciences juives maintenant à l'université, Ken, Madayadut ou en hébreu. Mais qui naissent avec un esprit tordu, évidemment. Le fait de procéder à de la recherche n'est pas problématique en soi. Le problème, c'est quelles conclusions on tire de tout cela, évidemment. Et un des plus grands chercheurs d'Allemagne,
qui s'est occupé de publier des ouvrages qui étaient inédits, qui étaient restés manuscrits pendant des siècles, c'est un certain professeur Steinschneider, un grand chercheur indéniablement. Il vit déjà là, essentiellement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Quand viennent le voir les premiers personnages qui encouragent les Juifs à essayer de réintégrer la terre d'Israël, ils arrivent chez lui, parce que c'est un personnage avec une influence en Allemagne, et lui demande sa participation, son soutien, encourager les Juifs à venir. Il attrape le premier personnage qui vient le voir, et il lui dit « Venez, je vous en prie, monsieur ». Il le fait rentrer dans sa chambre de travail, tous les murs tapissés de manuscrits inédits du peuple juif sur lequel il travaillait, où il procédait à certaines recherches. Il lui dit « Vous voyez, monsieur, tout ça? Vous êtes arrivé trop tard. Il ne nous reste maintenant qu'une seule chose à faire, procéder à un enterrement respectable. » Enterrement de quoi? Vous avez compris? De l'identité juive. Il dit, voici les restes. Vous êtes arrivé trop tard. Il ne reste plus qu'à enterrer ça. Vous voyez comment ce judaïsme assimilé concevait le judaïsme. Pour lui, c'était mort, c'est fini, terminé. Je vous ai parlé des réformés ou non? J'ai parlé à Alex? Non. Un tout petit peu. J'ai un autre phénomène qui naît en Allemagne au début du 19e siècle, c'est tout le monde réformé, tout le judaïsme réformé. Il naît parce que justement tout ce judaïsme est devenu, s'est assimilé, et il se sent encore, il se voit encore un peu juif, il veut garder un certain attachement, mais évidemment pour lui, tout ce qui relève de la Torah, c'est du suranné, on n'en a que faire. Pour vous donner, et des personnages qui sont à la tête de ça, ne croyez pas que ce sont des ignorants. C'est pas comme les réformés d'aujourd'hui. C'est des réformés d'un tout autre genre. Un des principaux personnages qui aura poussé à cette réforme, c'est un certain personnage qui s'appelait Abraham Geiger. En français, on ne dit pas Geiger, on dit Gégé. Vous connaissez le conteur Gégé. C'est Geiger, c'est un juif. D'accord? Abraham Geiger. Mais écoutez, c'est un personnage qui ferait blêmir la plupart des rabbins, même en Israël, par ses connaissances maintenant. Il connaît son Talmud de Jérusalem, son Talmud de Babylone par cœur. Il connaît tous les Midashim par cœur, tous les Poskim par cœur. Il a grandi dans un monde hyper orthodoxe. Il a reçu une éducation hyper orthodoxe. Et le personnage passe complètement de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai ici, vous voyez, tout un mio credo cello, je ne sais plus comment on dit ça en français, je suppose. On se sert encore de ce terme mio credo en français ou non? Comment on dit anima amine en français maintenant? Un acte de foi? D'accord? Un acte de foi. D'accord? Ici, une chouvenette, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il propose la chose suivante. Regardez jusqu'où ils arrivent. Il propose la chose suivante. Il dit d'abord, il faudrait repousser les prières du Shabbat le dimanche. Pourquoi? Parce que le Shabbat, tout le monde travaille, on n'a pas le temps. Alors on va venir dimanche, tout le monde est en vacances. Vous connaissez ça? D'accord? Mon père à Paris, combien il devait se battre avec les Juifs pour ça? Mais monsieur le rabbin, vous ne comprenez pas, 50% de notre commerce est Shabbat. Alors mon père leur disait, et vos enfants, où c'est que vous éduquez? Ah, écoutez, monsieur le rabbin, nous voulons leur donner le libre choix de choisir leur identité. Alors on les met dans une école goy. Vous voyez la logique du juif? Écoutez, moi j'ai jamais compris une chose que nous affirment nos Chachamim. C'est qu'il y a un seul jour où le Satan ne peut pas parler contre le peuple juif. C'est le jour de Yom Kippour. Moi je pense qu'il y a 365 jours où il n'est pas capable parce qu'il ne comprend rien avec la logique de ces gens-là. Impossible. Il perd son latin. Mettez-le dans une école juive, un enfant, il n'aura pas le choix. Mais dans une école goy, il aura le choix. Écoutez, ça c'est la logique juive. Un non-sens, une absurdité. Juste des juifs peuvent sortir des bêtises pareilles. C'est pas possible. Il n'y a aucun goy qui est capable de dire une bêtise pareille. Aucun.
Alors, il nous dit donc qu'on doit passer le Shabbat. Abraham Geiger, il nous propose de passer toutes les prières du Shabbat. Deuxièmement, il nous dit qu'il faut prier en allemand maintenant. C'est notre langue maternelle. Et puis les phrases de la prière pendant Yom Kippour, c'est fatigant. Toujours les mêmes répétitions, avec un style oriental périmé, qui veut rien me dire maintenant. Et jour de Rosh Hashanah, on nous dit de sonner avec un chauffard. Mais écoutez, on a évolué depuis le temps. Avec une orgue d'envergure, c'est bien plus joli, bien plus sympathique. Vous voyez un petit peu dans quelle terminologie ça parle? Alors maintenant, je dois vous prévenir tout de suite. Quand Akash Baruch Hu entend des phrases pareilles, sa réaction est violente. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça, parce qu'il y a déjà eu des prophètes pour le déclarer avant moi. Asher atem omerim, nihye kagoyim, kemishpechot ha'adama, hayo lo tiye neum Hashem, im lo bechema shfucha, im lo chalechem. Je vous traduis maintenant le verset. Ce que vous envisagez, vous juifs, nous allons être comme toutes les nations, comme tous les peuples sur terre, ça ne sera jamais réalisé. Je le déclare, dit Dieu. Je vous traduis étymologiquement le verset. Et je régnerai sur vous avec une colère incommensurable. Ouvrez n'importe quel midrash de nos Chachamim. Concernant ce verset, vous allez trouver la déclaration suivante. Dès qu'il y a une volonté chez le peuple juif de s'identifier avec les nations, Akadosh Baruch Hu rentre dans l'histoire et c'est un drame. Vous avez compris pourquoi je vous ai parlé de l'assimilation, de la laïcité dans le peuple juif. Permettez-moi de vous rajouter quelque chose. Ne vous fâchez pas, vous ne vous mettez pas en colère. C'est exactement ce qui se passe maintenant en France. 70% d'assimilation. Akadosh Baruch Hu secoue. Les Juifs n'ont pas encore compris. Parce que des événements comme ça, ponctuels, avec tout le drame que ça représente, ça reste encore ponctuel. C'est 4 Juifs tués ou encore 2 avant. Peu importe, c'est un nombre limité. Pour nous, chacun d'entre eux est un drame. Ça reste encore limité. C'est comme ça que ça a commencé en Allemagne. Après, ça risque de prendre de l'ampleur et c'est trop tard. Alors, je ne vous parle pas comme ça juste pour retracer l'histoire. Nous devons, nous juifs, quand nous regardons une tragédie de notre peuple, tirer les conséquences qui s'imposent. Elles ne sont jamais faciles, elles ne sont jamais agréables, mais il faut les tirer. Si quelqu'un ne comprend pas que la seule façon pour Akadosh Baruch Hu de sortir les Juifs de France ou d'ailleurs, peu importe, il faut les secouer quelquefois quand ils sont incrustés, il n'y a pas d'autre moyen. Avant, la veille et pendant la Deuxième Guerre, ça s'est passé de façon hyper tragique, il n'y a pas de mots pour traduire ça. Mais c'est la même chose. On va revenir là-dessus plus tard. Maintenant, passons à l'autre côté, à notre monde. Comme je vous l'ai dit, je pense, il y a 2 semaines, le judaïsme européen était subdivisé en 3 groupes, grosso modo. L'Europe occidentale, l'Europe centrale et l'Europe orientale. Les plus religieux, c'est les Juifs d'Europe orientale, de Pologne, Lituanie, Russie, etc., même Roumanie et autres. Et la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Grèce est quelque chose encore à part. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais que tout le judaïsme grec a été décimé aussi. Complètement, c'est fini. Les seuls qui ont réchappé, vous savez lesquels? C'est des personnes que Ben Gurion a amenées ici en Israël. Au début du XXe siècle. Ben Gurion a fait ses études de droit à Istanbul
Et de là-bas, il est allé faire une visite à Salonique. Salonique était la plus grande communauté de Grèce depuis l'exil d'Espagne. Et vous faites un point important. Vous savez qui est le grand rabbin de Salonique tout de suite à la suite de l'exil d'Espagne? Un Talmid Chacham que très peu de gens connaissent, sauf les gens qui s'occupent très sérieusement de Halakha. Il a un nom même assez complexe, bizarre comme ça, Rabbi Yosef Taitachak. Je ne demande même pas comment ça vient d'Espagne avec un nom pareil, mais c'est son nom. Pourquoi maintenant je me rappelle, je pense à vous parler de lui? Parce qu'il a un descendant très intéressant. Vous savez qui c'est? Le docteur Benjamin Theodor Herzl, en ligne droite. Et c'est important de parler de ce personnage pour la raison suivante. Il est connu comme le plus grand Talmid Chacham au moment de l'exil d'Espagne, à tel point que Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, tremblait de peur devant lui. De peur, pas dans le sens ordinaire du terme, mais par respect. Il n'osait pas ouvrir sa bouche devant un personnage pareil. Quand il est décédé, lo alechem, son épouse a déclaré au moment du décès quelque chose que personne ne savait sur lui. Pendant 40 ans, il a dormi sur une planche, sauf les jours de Shabbat et de Yom Tov. Il dormait sur une planche toute sèche. Vous savez pourquoi? Pour marquer qu'on est en exil et qu'on n'a pas le droit de bien se sentir. Pas de bien-être en exil. Pour les chaper, comme une espèce de, comment on dit les chaper en français? Je ne sais pas, je ne vais pas dire pardon, ce n'est pas la traduction adéquate. Une expiation, si vous voulez. Ça a une connotation. Je crois que c'est le plus proche. Pendant 40 ans. Vous voyez comment sort un personnage comme Herzl? D'où ça sort? C'est parce que 40 ans, il dort sur une planche parce qu'il n'est pas en terre d'Israël et qu'on est en exil. Le Rav Kook a écrit sur cette histoire quelque chose d'important, on en parlera un autre jour. Toujours est-il que, si je vous parlais de Ben Gurion, était à Salonique. Salonique avait 100 000 habitants, 90 000 juifs. Un des plus grands ports durant l'histoire des 5 derniers siècles, le seul port de l'histoire humaine fermé Shabbat. Le port fermé Shabbat. En exil, pas en Israël, en exil. 90% de juifs, c'est eux qui décident de tout. Quand il a vu ces juifs qui dominaient parfaitement tous les problèmes maritimes, il leur a demandé de venir ici en Israël pour fonder un port, créer un port. C'est eux qui ont créé le port de Haïfa. Alors si vous allez en Basse-Ville, à côté du port, de l'entrée de l'ancienne entrée du port, vous allez trouver des dizaines de synagogues saloniciennes ou d'origine salonicienne. Elles sont toutes ou fermées ou des écuries pour les Arabes. Dieu ne plaisante pas, ils amènent leurs animaux là-bas dedans. Ce n'est pas une plaisanterie du tout. Les premiers sont venus, ils ont construit le port de Haïfa, ils étaient des gens religieux, les enfants sont ou ils ont disparu, ils ont quitté Haïfa, peu importe, ils ne sont pas là, et ça, tout a disparu. C'est un drame de la ville de Haïfa, ça aussi c'est un problème. C'est les seuls qui ont réchappé, tous les autres ont été massacrés entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Revenons maintenant, passons au monde religieux. Le monde religieux, le plus religieux du peuple juif, c'est en Pologne, Lituanie, etc., tel que je vous l'ai dit. C'est là-bas qu'il y a les plus grandes yeshivot, les plus grands centres de Torah. Mais il se passe, dans les années 80 du 19e siècle, un drame pour nous, tout le peuple juif. De quoi s'agit-il? Herzl prend les rênes du retour en terre d'Israël. Mais Herzl n'est pas un personnage religieux. Un groupe de personnes qui est assez restreint vers la fin du 19e siècle,
mais qui sont des gens qui s'occupent beaucoup de problèmes publics, commencent à monter tout le monde religieux contre le sionisme herzélien. C'est un laïc, c'est un pochéen, c'est un rachat, Mechalel Shabbat, et j'en passe et des meilleurs. Et ils font tout pour monter les grands Talmidei Chachamim, mais il y a des géants là-bas, contre tout le mouvement sioniste. Il y a un combat pas trivial qui arrive à son paroxysme au 6e congrès sioniste. Et il faut savoir ça, c'est extrêmement important. Au 6e congrès sioniste, quel est le sujet qui est choisi par Herzl? Quelle va être la culture en terre d'Israël renaissante, dans le pays d'Israël renaissant? Et là, une catastrophe passe au congrès sioniste. Des personnages, je suppose que vous ne les connaissez pas, peut-être certains d'entre vous, en particulier, on a entendu parler. Vous avez entendu parler d'un personnage comme Ahad Aram? Peut-être quelques-uns parmi vous. Ahad Aram et d'autres personnages, mais essentiellement Ahad Aram, qui est là-bas, sont des gens qui ont étudié en yeshiva. Vous ne connaissez pas, vous, les juifs qui venaient de France, vous ne connaissez pas du tout ça, parce que vous ne connaissez pas ce monde. D'un côté, il y avait en Europe orientale des juifs extrêmement religieux, extrêmement cultivés en Torah, mais quand ils passaient à côté, alors c'était une catastrophe. Ils devenaient de virulents anti-religieux. Le judaïsme français ne connaît pas ça, et a fortiori le judaïsme nord-africain ne connaissait pas ça. C'est une phénoménologie qui relève de tas de problèmes dont il faudrait parler. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Toujours est-il qu'un personnage comme Ahad Aram a étudié à la yeshiva avec le Rav Kook, pas moins que cela. Et lui, avec deux de ses camarades, Brenner, Berdichevski, qui ont aussi étudié avec le Rav Kook dans la plus grande yeshiva de l'époque, qui est la yeshiva de Vologine, fondée par le Gaon de Vilna, passent à côté, deviennent de virulents anti-religieux. Regardez jusqu'où ça va. Ahad Aram devient un grand écrivain, un grand penseur, laïque. Il écrit un livre sur Moïse. Et comment il est décrit Moïse? Comme un chef d'État sans rien de religieux, pas un mot. Il en fait de lui un chef d'État laïque. À tel point qu'on raconte une histoire, une vraie histoire. Un jour, il vient en Israël, il passe pour venir en Israël par Odessa. Et comme la communauté d'Odessa a appris qu'il était de passage, il lui demande de faire une conférence sur son nouveau livre sur Moïse. Bon, mais comme il était déjà connu comme quelqu'un qui avait plaqué tout le judaïsme, qui vient l'écouter, les assimiler à moitié, aux trois quarts, à deux tiers, j'en sais rien. Je ne viens pas, sauf un Talmid Chacham vient. Comme il était brillant orateur, la conférence impeccable, ne parle pas du contenu, et on arrive aux questions, et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? La conférence était brillante, alors personne n'a de questions, sauf le Talmid Chacham qui était venu. Il lui dit, moi j'ai une question. Il lui dit, laquelle, monsieur? Il lui dit, mais ici, d'après ce que vous avez dit, vous contredisez toute la Torah. Ahad Aram, qui n'était plus à sa près à l'époque, il était pourtant curieux de savoir qu'est-ce qui avait particulièrement gêné ce Talmid Chacham. Il lui pose la question, en quoi, monsieur? Et il lui dit, c'est très simple, dans la Torah, il y a écrit que personne ne sait où Moïse a été enterré. Mais vous l'avez enterré ici! Ahad Aram participe au congrès, au 6e congrès sioniste, et il arrive avec, permettez-moi de vous dire ça méchamment, tous ses acolytes, à faire passer une décision qui va créer tous les problèmes dont nous souffrons jusqu'à l'heure actuelle en terre d'Israël. On fait passer une motion suivant laquelle aucun rapport entre sionisme et Torah. Le mot sion, c'est évidemment un mot grec ou latin, quelque chose comme ça doit être.
D'accord? Il n'a rien à voir avec la Torah. Le Rav Kook, en entendant ça, a appelé ça une loi, une motion idolâtre. À l'intérieur du congrès sioniste, il y a des représentants, des tas de représentants, mais il y a des représentants religieux. Le groupe, et qui, à la tête desquels des grands Talmidei Chachamim, la moitié se lève et claque la porte. Et dit, s'il n'y a pas de rapport entre la Torah et le sionisme, entre le sionisme et la Torah, il n'y aura pas de rapport entre la Torah et le sionisme. Et comme ça est né Agudat Israël. C'est pas né, elle existait déjà, mais comme ça, Agudat Israël commence à devenir antisioniste. Il a dit, si on dit qu'il n'y a pas de rapport avec la Torah, nous non plus, on n'a rien à faire avec vous, il claque la porte. Reste une autre partie du monde religieux qui est devenu le sionisme religieux, ce qu'on appelle le Mizrahi, à la tête desquels se trouve justement le maître du Rav Kook, le Rosh Yeshiva de la fameuse Yeshiva de Volojine, le natif de Volojine, et qui était un des chefs de Chovevei Tzion, les amants de Tzion, si vous avez entendu parler, un mouvement aussi de retour en terre d'Israël, qui dit, de Haga, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent en signe de deuil, et je crois même qu'ils ont lu le Kaddish. Il y a une autre occasion où je suis sûr qu'ils ont lu le Kaddish, mais je crois qu'aussi à cette occasion. En signe de deuil, comment on peut dire une chose pareille, mais ils disent on reste. Pourquoi? On va continuer à participer à tout ce qui est positif et on ne participera pas à quelque chose qui est négatif. C'est une position extrêmement complexe, c'est très facile d'être à une extrémité, c'est extrêmement difficile de garder un équilibre au milieu. C'est toute l'attitude du sionisme religieux normal d'être ici, de participer avec n'importe quel juif dans tout ce qui fait de positif et de s'en démarquer dans ce qui va à l'encontre de la Torah. Il n'y a pas besoin de vous dire que le judaïsme religieux anti-sioniste ne veut pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, je n'ai rien à faire avec eux. D'accord? Mais ce schisme-là va avoir un impact terrible. On va aller maintenant essayer de monter tous les Talmidei Chachamim contre le sionisme. Pendant près d'une vingtaine d'années, jusqu'après la fin de la Première Guerre mondiale, même un petit peu après, tous les Raskanim politiques, comment on pourrait traduire Raskanim politiques? Enfin, tous les gens qui s'occupent de problèmes, disons, de problèmes dans les communautés juives, etc., qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, essayent de monter tous les Talmidei Chachamim contre le sionisme. Ils n'ont pas réussi. Contrairement à ce que, et là je vous dis clairement, sans essayer d'esquiver ou de camoufler les choses, contrairement à ce que peuvent vous raconter des tas de juifs religieux et surtout antisionistes, aucun Talmid Chacham n'a accepté de marcher là-dedans. Sauf un seul qui a refusé de parler, qui n'a pas marqué son soutien au retour à la terre d'Israël, mais qui a refusé de parler contre. Vous voyez donc, aucun Talmid Chacham ne s'est laissé attraper à cette, comment dire ça, à plonger dans cette déchirure-là. Parce que tout Talmid Chacham était conscient qu'une déchirure pareille allait avoir des conséquences catastrophiques. À tel point que quand quelques Talmidei Chachamim commencent à parler contre le sionisme, le grand rabbin de Vilna, Rabbi Shlomo HaKohen, qui est le Av Beit Din et le grand rabbin, une sommité en Torah phénoménale, écrit une lettre contre eux. Et ce personnage, lorsque Herzl vient en visite à Vilna, il donne l'ordre à toutes les communautés d'aller à sa rencontre avec Sefer Torah dans le bras. Parce qu'il voyait dans ce personnage de Herzl, c'est un personnage qui n'a jamais occupé de politique, jamais dans un parti quelconque, quoi que ce soit.
c'est en tant que rabbin, en tant que sommité rabbinique uniquement, il donne l'ordre, il dit c'est un dirigeant du peuple juif, on va le recevoir avec les honneurs adéquats. Et tous les dirigeants de communauté ont reçu Herzl sur son ordre à Vilna, avec Sefer Torah sur le bras. Herzl était époustouflé, il ne s'attendait pas à ça, il en témoigne. Il n'y croyait pas. Il dit, il est venu, il voulait leur parler un petit moment, ils ne l'ont pas lâché. Maintenant, ce qui se passe, à l'entre-deux-guerres, il y a ici une cassure. Tous ces raskanim politiques, tous ces gens qui s'occupent des problèmes du judaïsme, réussissent à tourner la tête à la plupart des chachamim et à faire d'eux des antisionistes. Sur la base de quoi? En disant, regardez, il veut nous recréer un État et il va nous laïciser toute notre jeunesse et tout notre avenir. Les rabbins d'entre-deux-guerres, à part quelques exceptions, permettez-moi de vous dire en tant que rabbin, ils n'étaient pas de l'envergure de leurs prédécesseurs. Même quand c'était des grands personnages, ils ne sont pas de l'envergure de ceux d'avant la Première Guerre. C'est un autre monde. C'est pour ça qu'ils se sont laissés convaincre. La plupart, pas tous, mais la quasi-totalité. Et alors à ce moment-là, commence une phénoménologie terrible pour nous. Le monde extrêmement religieux d'Europe orientale commence à mener une guerre terrible contre tout ce qui relève du sionisme. Et ça épouse des formes insupportables que Akash Baruch Hu ne peut pas supporter. Vous donner quelques exemples. En Roumanie se trouve, il y a une communauté dont vous avez peut-être entendu indirectement parler par le nom d'un des Chachamim qui en est originaire, le Hadmor de Satmar. C'est une ville qui s'appelle Satmar. Il y avait là-bas une très grande communauté juive. Et à l'entre-deux-guerres, le Hadmor, je ne sais pas si vous savez comment ça marche dans le monde chassidique, le poste de sommité rabbinique est héréditaire. D'accord? Sauf si le Talmid Chacham, Chas v'Shalom, n'a pas d'enfant, alors c'est une autre chanson. Mais a priori, c'est le fils qui prend la suite de son père. D'accord? Le Hadmor de Satmar qui est nommé à l'entre-deux-guerres, ce n'est pas le fils du précédent. Et ce n'est pas lui qui aurait dû être nommé, et je vous en parlerai dans un petit moment. Toujours est-il qu'il est nommé à la tête de cette grande communauté juive un Talmid Chacham extrêmement, hyper extrémiste, je crois que c'est le terme, contre le sionisme, quelque chose de insupportable. Vous voulez savoir jusqu'où ça va? Il donne l'ordre à toute personne, toute famille, dont un des enfants fait la Aliyah, de faire 7 jours de deuil et de dire le Kaddish. Vous voyez un petit peu jusqu'à quelle démence ça arrive. En Tchécoslovaquie, je vous raconterai même avant cela. Ma mère, aussi bien que mon beau-père, sont natifs de Tchécoslovaquie. Mon beau-père est né dans une communauté assez importante où il y avait une grande yeshiva, un grand collègue et un grand Talmid Chacham à la tête de tout ça. Ils avaient l'habitude de prier le Shabbat matin, différemment de ce que vous connaissez. Ils faisaient Shachrit, ensuite la lecture de la Torah. Après la lecture de la Torah, ils allaient à la maison goûter quelque chose, faisaient un petit kiddush, et ils revenaient faire Moussaf à 10h30 exactement, précise dans la communauté de mon beau-père. Le rabbin, qui était le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, etc., la sommité de l'endroit, un orateur brillant, n'est jamais arrivé à 10h30 avec la moindre seconde de retard. Plus de 30 ans. Et voici qu'un Shabbat, 10h30, le rabbin n'est pas là. 31, il n'est pas là. 32, il n'est pas là. 35, il n'est pas là. Il est sûrement arrivé une catastrophe. On n'a jamais vu ça. On envoie le président de la communauté, va voir où est le rabbin. Il sort, juste comme ici, dans l'antichambre, et à peine sorti de l'antichambre, il revient, il dit, le rabbin est là dans l'antichambre. Il dit, mais dites-lui de rentrer. Il dit, non, il refuse de rentrer. Pourquoi il refuse de rentrer?
Il dit parce que ce Shabbat était de passage un représentant du Mizrahi, c'est-à-dire du parti sioniste religieux, qui était venu dans la communauté pour encourager, on est dans les années 30 avancées déjà, pour encourager les jeunes à venir en Israël. Et il a dit qu'il ne rentre pas à la synagogue tout le temps qu'on ne le met pas à la porte. Pourquoi? Bon, je vous termine d'abord l'histoire, ensuite je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut rentrer dans cette conception, vous ne pouvez pas sans ça comprendre ça. La prière n'a pas commencé jusqu'au moment où on a mis à la porte ce représentant, qui est devenu évidemment laïque à la suite de cela. Se faire mettre à la porte de la prière à cause de ses conceptions idéologiques, ça ne va pas, non? Mais maintenant, qu'est-ce qui poussait des Chachamim à faire des erreurs pareilles? La conception était la suivante. 2000 ans, on est rentré dans la fournaise pour défendre notre identité juive. Et maintenant qu'on s'apprête à rentrer en terre d'Israël, on va nous effacer tout ça? Vous vous rendez compte dans leur esprit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effacer tout ce qui a représenté le principal de la vie juive pendant des millénaires. Donc, des personnages qui, à leurs yeux, étaient des personnages qui mettaient en danger l'identité juive, l'attachement à la Torah, c'est des ennemis. C'est comme ça qu'ils regardaient cela. Alors pour eux, la guerre à outrance était tout à fait justifiée, parce qu'il ne s'agit pas de guerre à outrance contre quelqu'un, il s'agissait de défendre la Torah. C'est comme ça qu'ils voyaient ça. Mais ça, vous savez, c'est comme comment dire ça, une boule de neige. Quand vous commencez ça, et chacun pousse l'autre à taper dessus encore plus. Regardez jusqu'où ça arrive. Il y avait à tel point que dans le judaïsme tchèque et hongrois, il n'y avait quasiment pas un seul rabbin qui était sioniste. Il y en avait 2 ou 3, ils n'osaient pas ouvrir la bouche. Parce que s'ils ouvraient la bouche pour encourager à venir en terre d'Israël, ils se faisaient, comment dire ça, et éliminé en tant que rabbin et quelquefois même pire que cela. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du Hadmor de Satmar? Celui qui a été nommé, c'est pas lui qui aurait dû être nommé. Il avait un oncle qui était plus grand Talmid Chacham que lui, qui était vivant à l'époque. Donc, quelqu'un de plus grand Torah et de plus âgé, c'est lui qui aurait dû être nommé comme Hadmor. C'est comme ça qu'on fait dans le monde chassidique. Pourquoi ils ne l'ont pas nommé? C'était un des rares rabbins sionistes. Regardez jusqu'où ça va. Dans les années 30, un représentant du Mizrahi, un Talmid Chacham, qui représentait le Mizrahi, le Rav Maimon, qui est l'élève d'un des plus grands Chachamim de l'époque, le Baal Haruch HaShulchan, qui est Mousmak le Rabbanout, qui avait son diplôme de rabbin. Il va un peu partout dans les communautés d'Europe pour essayer de les encourager à acheter des terres en Israël, pour sauver les terres, récupérer les terres. Il arrive à Budapest, une communauté extrêmement religieuse et importante. Il va voir le président de la communauté et lui dit dis-moi, est-ce que tu ne connaîtrais pas ici des juifs qui ont des moyens, qui pourraient soutenir un peu la présence en Israël, racheter des terrains, etc. Et il y avait beaucoup de juifs aisés. Il dit non, je ne connais pas. Et le Rav Maimon avait déjà vu un personnage extrêmement riche et qui lui avait semblé être une personne qui serait susceptible de soutenir tout ce qui concernait Israël. Alors il lui dit celui-là. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il dit ça, c'est un bon juif. Le Rav Maimon, qui avait compris que c'était quelqu'un avec un attachement au judaïsme, d'un autre côté, qui ne faisait pas l'impression de quelqu'un de très attaché au judaïsme, il lui dit au président, dites-moi, il est chômeur Shabbat, celui-là? Il dit, vous savez, il vend des bijoux, il vend ça aux archiducs d'Autriche-Hongrie, quelquefois il invite Shabbat, alors il ne peut pas refuser, donc il peut passer... D'accord. Il met les tefilines. Il dit, vous savez, comme il vend les bijoux aux personnages intéressants, importants du pays, etc., il doit voyager très souvent, très tôt dans le train, mettre les tefilines dans le train, devant les goyim, c'est pas facile, etc. Bon. Il lui dit, il mange cachère.
Et il lui dit, vous savez, quand il vend aux archiducs, etc., il faut une cérémonie, il lui propose à manger, c'est difficile de refuser. Il n'ose pas refuser. Alors le Rav Maïmon, qui explose, il lui dit, je ne comprends pas. Shomer Shabbat, il n'est pas. Manière Tfilin, il n'est pas. Et manger kasher, il n'est pas. En quoi il est un bon juif? Il dit, il est pas sioniste. Vous savez qu'est-ce que moi je fais avec des personnes pareilles? Pour moi c'est important, non. Écoutez, c'est des personnes extrêmement importantes, des gens comme ça. Oh, sinon, toute la faculté de psychiatrie de Rambam resterait sans travail. On a besoin de gens comme ça. C'est la panassa, sinon ils n'auront pas de panassa. Pourquoi je vous dis ça en tant que rabbin? Akash Baruch Hu nous donne un ordre d'habiter en terre d'Israël. Quelqu'un il dit que c'est une interdiction, mais il n'est pas normal, bonhomme. Il déraille complètement au sens étymologique du terme. Et maintenant, au paroxysme. En Tchécoslovaquie vit un très grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Teichtal, un des plus grands dayanim du pays. Pendant la quasi-totalité de sa vie, virulemment antisioniste. En 1943, ou peut-être même fin 1942, il commence à apprendre ce qui se passe en Allemagne, dans les camps de concentration. C'est pour lui un choc. Il change complètement de conception. Il doit s'enfuir de l'endroit où il est parce qu'il est en danger. Et comme beaucoup d'autres juifs, il va à Budapest se cacher dans des caves où énormément de juifs se sont cachés. Et le personnage écrit là-bas de tête, sans aucune bibliothèque, un livre impressionnant qui s'appelle Em Abanim Semecha, où il parle de l'importance de l'État d'Israël, du retour en terre d'Israël, etc. Et il parle aussi du fait que pourquoi il a changé complètement de conception. Et il a basculé. Quand il arrive à Budapest, tout le monde le connaît comme un des très grands Talmidei Chachamim de toute la région, mais ils ne savent pas encore qu'il a changé totalement de cap. Il rentre dans une synagogue d'Agudat Israël, autrement dit, de ce mouvement religieux antisioniste, et on le reconnaît, un jeune rabbin de là-bas, ou un jeune avraire, peu importe, je ne sais pas, tout de suite le convie à prendre la parole et dire quelques mots à la synagogue. On est en 43, en octobre 43, écoutez bien les dates, c'est important. Il monte à la tribune et il présente le rabbin. Il dit... Chers fidèles, nous avons un honneur fantastique aujourd'hui de recevoir parmi nous cette sommité en Torah, le Rav Teichtal, etc. Nous allons l'entendre dire quelques mots, et comme il le connaissait comme un virulent antisioniste par le passé, il considère que c'est son devoir de rajouter un petit peu de son grain de sel. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils savent déjà que la communauté de Pologne a été exterminée. Et en le présentant, il rajoute la phrase suivante, vous allez avoir des frissons. Et vous savez que c'est un des grands lutteurs contre tout le mouvement sioniste. Et c'est le moment maintenant de prendre conscience. Pourquoi les Juifs de Pologne ont été massacrés et nous sommes vivants? C'est parce que eux étaient sionistes et nous non. En octobre 1943, en janvier 1944, 4 mois après ça, toute la communauté de Tchécoslovaquie et Hongrie est exterminée. Maintenant, arrivons au judaïsme israélien. Je vais vous lire quelques phrases. Je ne les ai pas en français, vous m'excusez. Je vais essayer de les retraduire.
Écoutez une petite phrase. Quand en Europe, on voit le danger, déjà on est en pleine guerre, tout le monde voit le danger et l'extermination des Juifs. Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, est à Londres. On lui demande est-ce qu'il va pouvoir sauver des Juifs. Écoutez la phrase. J'ai dit à la commission royale anglaise que l'espoir des 6 millions de Juifs d'Europe, le seul espoir, est Hagira, le fait de s'arracher et de venir en Israël. Okay? Je ne sais pas comment traduire le terme. On m'a posé la question à ce moment-là. Est-ce que je pourrais amener 6 millions de Juifs en terre d'Israël? J'ai répondu non. Ceux qui sont âgés iront à la dérive. Ils supporteront leur destin ou ils ne le supporteront pas. Ils ne sont que de la poussière économique et morale dans un monde cruel. Il y a une petite branche qui sera sauvée. Il faut qu'ils acceptent cela. S'ils acceptent, s'ils supportent, ils trouveront leur chemin et leur voie à la fin des temps. Je prie que nous sachions garder notre unité nationale parce que c'est tout ce que nous avons. Vous vous rendez compte du scandale? Traiter 6 millions de Juifs de poussière avant leur massacre. Le premier président de l'État d'Israël. Ça ne s'arrête pas là. Quand on commence en Israël à apprendre les massacres et l'ampleur des massacres, tous les journaux israéliens, y compris les journaux religieux, ne nous effrayez pas, vous exagérez, vous ne savez pas que dans des situations pareilles, on multiplie toujours le nombre de victimes par 100 et par 1000. Un refus de croire à quoi que ce soit. Je peux vous raconter, vous déverser de la boue à n'en plus finir. Ce n'est pas nécessaire, je crois que vous en avez déjà trop entendu pour votre âge. Je voudrais juste faire un petit sikoum, une conclusion intermédiaire. En d'autres termes, notre peuple était malade mental. Toutes les parties du peuple. Il y a des petits groupes, petites exceptions. Tous malades. Certains pour une raison, d'autres pour d'autres raisons. Les religieux, les laïcs, les sionistes religieux, tout le monde. Et tout le monde enfoncé dans sa diaspora avec un refus existentiel de sortir de là-bas. Je vais vous dire maintenant une phrase. Et les Juifs ne peuvent pas vous dire qu'ils ne pouvaient pas être au courant de ça. Et je crois qu'on a peut-être le temps encore de vous montrer. Il faut que je vous montre certains points. Essaye de voir, regarde si ça, on va voir si ça marche. Si ça marche, c'est vrai, sinon je vous dirai ça oralement. Pardon? Une seconde. D'abord, קודם כל שאני אעלה את הקובץ. Alors, viens, on essaye maintenant, on va voir si ça marche. Ça marche?
Moi, en principe, il est branché. Regarde si c'est toi, ça marche. Non. Ça va se tenir? Ça marche pas? Non, il est possible qu'il y ait un problème. La dernière fois, il peut nous garder le temps. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Reviens là. Laisse tomber. Je vous avais parlé du discours de Hitler la dernière fois? Ken ou non? J'en ai parlé ou pas? Non, 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 non. Écoutez bien le discours que prononce Hitler Marchem le 30 janvier, jour anniversaire de sa prise du pouvoir. On est en 30 janvier 39, c'est-à-dire avant la guerre. C'est un spectacle honteux de voir aujourd'hui le monde de la démocratie tout entier débordé de pitié au sujet des malheureuses populations juives tourmentées, mais demeurer insensible et plein de dureté au sujet du devoir qu'il aurait alors à leur venir en aide. Les arguments que l'on invoque pour s'excuser de ne pas les aider ne pourraient être invoqués que par nous autres Allemands et Italiens. Car on dit, premièrement, nous, par conséquent les démocraties, nous ne sommes pas en situation d'admettre les Juifs. C'est ce que disait tout le monde occidental. Et dans ces empires mondiaux, il n'y a pas 10 habitants par kilomètre carré, alors que l'Allemagne a 135 habitants à nourrir par kilomètre carré. Mais elle doit être néanmoins en état d'accueillir les Juifs. Je parle avec beaucoup de cynisme. Deuxième point. On assure, nous ne pouvons pas les recevoir. En outre, ils recevront par exemple de l'Allemagne un certain capital pour immigrer. Il est vrai que l'Allemagne a été assez bonne pendant des siècles pour accueillir ces éléments de population, bien qu'ils ne possédassent rien que des maladies contagieuses, politiques ou physiques. Ce que ce peuple possède aujourd'hui, il l'acquit aux dépens du peuple allemand moins rusé que lui et par les pires manœuvres. Mais surtout la culture allemande, comme l'indique son nom, est allemande et non pas juive. Et par conséquent, sa gestion et sa conservation doivent rester entre les mains de notre peuple. La culture allemande était très, très allemande. Vous savez, il y avait des grands chercheurs en physique nucléaire qui s'appelaient Albert Einstein. C'est des Allemands de sources très anciennes. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a appris l'allemand ici? Vous savez qu'est-ce que c'est Die Lorelei? Die Lorelei. Non, vous savez pas. Vous n'avez pas assez appris l'allemand. Die Lorelei, c'est le chant le plus populaire de toute l'Allemagne. Et enlever à l'Allemagne Die Lorelei, c'est enlever à la France la Marseillaise. D'accord? C'est pas comment on dit ça, chez les Roumis, comment ça? L'hymne, mais c'est aussi important aux yeux des Allemands. Quand Hitler monte au pouvoir, il donne l'ordre d'effacer tout ce qui a été écrit par un juif de tous les livres. Mais il a un problème avec Die Lorelei. Comment il va effacer ça? C'est impossible en Allemagne. Et Die Lorelei a été rédigé par un juif, très intéressant mais très compliqué, Heinrich Heine. Un juif qui, bon, il a toute une histoire, laissons ça à une autre occasion. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'il va faire? Il a été obligé de faire une exception, de dire que Die Lorelei va rester, mais contrairement à ce qu'on fait en Allemagne, c'est toujours de signaler d'où a été extrait le texte, de laisser le chant dans tous les livres sans marquer qui est le rédacteur. Il n'a pas pu l'effacer. C'est ce qu'on appelle la culture allemande. Toda rabba. Alors, écoutez-le parler. Mais surtout, la culture allemande, comme l'indique son nom, est allemande et non pas juive, et par conséquent, sa gestion et sa conservation doivent rester entre les mains de notre peuple. Mais quand le reste du monde, avec des airs hypocrites,
se récrie contre la barbarie avec laquelle on chasse d'Allemagne des éléments impossibles à remplacer et si précieux pour la culture, nous ne pouvons que manifester notre étonnement des conséquences que l'on en tire. Les Anglais n'ont pas voulu les laisser venir, Français, j'en parle maintenant, c'est des collaborateurs, cela. Les États-Unis, ils ont refusé. Et les Anglais, même de leur donner la possibilité de venir en terre d'Israël, ne les laissaient pas. C'est les grands pays, très cultivés, très tolérants. Vous savez qu'il y a eu une proposition d'accord entre l'Allemagne et les États-Unis pour sauver tout le judaïsme de Hongrie. Ils ont demandé quelques milliers de camions, les Allemands. Et ils étaient prêts, moyennant cela, de sauver les 700 000 juifs de Hongrie. Les Américains ont refusé. C'est ce qu'on appelle les grands amis d'Israël. Combien en effet ne devrait-on pas nous être reconnaissants de libérer ces merveilleux agents de culture et de les mettre à la disposition du reste du monde? Vous voyez son cynisme. D'après leurs propres déclarations, les autres nations ne peuvent pas alléguer une seule excuse, disant pourquoi elles refusent à des hommes si précieux l'accès de leur pays. On ne voit pas non plus pourquoi on veut justement que ce soit le peuple allemand qui garde les représentants de cette race, ni pourquoi dans les États qui font un si grand éloge de ces êtres magnifiques, on refuse subitement, sous toutes sortes de prétextes, de les accepter. Vous voyez comment ils se moquent de tous les pays, et à juste titre. J'ai été souvent bon prophète dans mon existence, et l'on s'est généralement moqué de moi. Mais à l'époque de ma lutte pour le pouvoir, c'est surtout le peuple juif qui accueillait mes prédictions avec dérision. Quand je disais qu'un jour je prendrais la direction de l'État et par suite du gouvernement tout entier, et qu'alors je résoudrais le problème juif parmi beaucoup d'autres. Je crois que depuis cet éclat de rire strident des Juifs en Allemagne leur est rentré dans la gorge. C'est une bonne gifle pour les Juifs. Cet antisémite insupportable, il met en évidence la minimisation du danger auquel procède le Juif toujours. Et il sait parfaitement comment la situation se retourne contre le Juif, et le Juif comprend, quand il comprend, c'est trop tard. Quelle a été la réaction de certains Juifs en France après Hyper Cacher? Aller dire à Hollande, nous sommes contre les déclarations de M. Bibi Netanyahou, nous sommes français, nous restons en France, nous n'allons pas faire notre alia, nous sommes français. Et le représentant de l'UEJF, et j'en passe d'autres imbéciles du même acabit. D'accord? Alors les goïms, les antisémites comprennent bien. Regardez, et la fin, je vous termine maintenant le discours. Aujourd'hui, je veux de nouveau être prophète, dit Hitler. Si les financiers juifs internationaux, en Europe et hors d'Europe, réussissent encore une fois à précipiter les peuples dans une guerre mondiale, le résultat ne sera pas une victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Il l'a déclaré clairement. Après, les Juifs étaient incapables de comprendre ça. Vous voyez combien on était malades. Ça, c'est un petit point. Sinon, d'autres points, il faudrait que je vous raconte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que je vous raconte quelques points. Il y a une chose que vous devez savoir, que cette phénoménologie vient d'Allemagne, c'est pas par hasard. Je vous ai expliqué certains aspects. Il y en a une quantité, une foule d'autres arguments qui expliquent cela aussi. Mais il y a un point qu'il ne faut pas rater. L'Allemagne n'a jamais changé d'attitude. Ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre, c'est le paroxysme d'un comportement historique de l'Allemagne. L'antisémitisme
combinée avec la cruauté humaine, est partie intégrale de l'ADN allemand. Et je vais vous donner quelques exemples. Pas quelques exemples, quelques points de repère, excusez-moi. Je cherchais le terme adéquat. Flavius, le grand historien juif, un peu traître comme ça sur les bords, ça c'est un autre problème. Laissons ça de côté. Mais le seul nous ayant laissé une histoire de la fin du deuxième temple, raconte la chose suivante, que la garde du Sénat romain était confiée entre les mains de Gdoud, comment on dit Gdoud un bataillon allemand. Vous vous rendez compte un petit peu, imaginez une seconde, par exemple en France, quand on confierait la garde de l'Assemblée générale à des Chinois ou des Japonais ou j'en sais rien quoi. C'est à peu près la même chose. C'est une absurdité dans un pays qui se respecte. Et Flavius de nous expliquer pourquoi. Et ça, c'est important pour nous juifs. C'est quelque chose d'écrit il y a 2000 ans. Il dit parce qu'ils étaient connus pour être des personnages sans aucune pitié. Deuxième point. Quand le temple tombe entre les mains de l'armée romaine, le général de brigade qui mène le combat, le dernier combat a lieu dans l'enceinte du temple. Et une brigade romaine rentre là-bas, commandée par un personnage qui s'appelle Tibère Alexandre. Et à la tête de qui? À la tête d'un bataillon, une brigade, j'en sais rien comment on doit traduire, composée essentiellement de soldats allemands. C'est eux qui ont mis le feu. Vous voyez un peu le topo. Passons un petit peu dans l'histoire. Et ce Tibère, je ne vous ai même pas dit qui c'est, parce que ça, c'est un autre problème. Vous savez qui est ce Tibère Alexandre? Un juif apostat. L'ancien. Ah, il savait ce que c'est apostat? Qui a abandonné le judaïsme pour devenir idolâtre comme les Romains? Je ne peux pas vous dire converti à quoi, je ne peux pas vous dire, mais devenu idolâtre comme les Romains. C'est lui qui fait monter au pouvoir Vespasien et fait de lui l'empereur. Et c'est lui qui a massacré les Juifs dans la région d'Alexandrie. Vous voyez que des maladies mentales, ce n'est pas juste les derniers siècles, c'est même par le passé on en avait. Mais revenons à l'Allemagne. Je suppose que vous avez tous entendu parler des massacres pendant les croisades. Où a lieu le premier massacre? En Allemagne. En quelle année? 1066. Qui est massacré? Regardez un ouvrage d'histoire, bien, vous allez voir tout le judaïsme allemand. Éliminer tous les maîtres de Rachi, les géants du judaïsme. Effacé avec une cruauté incommensurable. C'est pas juste d'aujourd'hui qu'on a des problèmes avec cette nation-là. Ça remonte trop loin. Je vous dis la vérité, j'ai été rendre visite après la guerre. Ma grand-mère était la seule, avec ma mère, la seule rescapée de ce drame. Mais elle s'est retrouvée coincée derrière le rideau de fer en essayant de récupérer les propriétés familiales. On est allé lui rendre visite en 1960, la première fois après la Deuxième Guerre. Évidemment, on a pris le train à Paris en direction de la Tchécoslovaquie et on traverse l'Allemagne. C'est sur la ligne. C'est en plein été. On crevait de soif. Il faisait très chaud. On a refusé dans toutes les stations d'Allemagne de descendre pour acheter quoi que ce soit. On ne met pas les pieds sur cette terre maudite.
si vous regardez de près toute l'histoire d'Allemagne, vous allez voir un antisémitisme terrible. Il y a un très grand Talmid Chacham qui l'a mis en évidence. Peut-être certains d'entre eux le connaissent, le Rav Ben Amozek, qui écrit déjà au XIXe siècle que cette nation, avec ses conceptions philosophiques, va arriver au pire crime. Il écrit ça en 1970 et des poussières. En 1870, excusez-moi, et des poussières. Il est en Italie. Et pourquoi ? Je suppose qu'en tant que personne venue de France, on vous impose encore en classe de terminale d'étudier un peu de philo, non ? Vous devez faire philo. On vous parle un peu de tous les philosophes. Tous ceux dont on vous a parlé, qui viennent d'Allemagne, des antisémites insupportables. Schopenhauer, Hegel, Hartmann, et j'en passe et des meilleurs. Vous voulez écouter quelques mots. Je vais vous citer quelques mots, vous allez voir qu'est-ce que c'est, excusez-moi le mot, ces crapules. Des crapules invétérées. Tous les grands philosophes que vous connaissez. Hegel, un antisémite inimaginable. Mais commençons par Schopenhauer, parce qu'il a ici une déclaration qui veut tout dire. Les Juifs sont le peuple élu par leur Dieu. Et il met l'accent sur le mot « leur ». C'est le Dieu élu par son peuple, et il met l'accent aussi, et cela ne concerne que personne d'autre à part eux. Vous avez compris ? Ils se prennent pour le PLU, c'est leur problème, pas le nôtre. Ça, la patrie du juif, ce sont les autres juifs. Et écoutez une autre phrase bien plus importante. Maintenant, là, vous voyez déjà comment il ne peut pas supporter notre choix, mais regardez les phrases. Regardez ce qu'il écrit, Schopenhauer, en parlant de notre peuple. Comme un lierre en quête d'un appui s'enlace autour d'un tuteur grossièrement taillé, s'accommode à sa difformité, la reproduit exactement, mais reste paré de sa vie et de ses charmes propres, en nous offrant un aspect des plus agréables. Ainsi, la doctrine chrétienne, issue de la sagesse de l'Inde, a recouvert le vieux tronc complètement hétérogène pour elle du grossier judaïsme. Ce qu'on a dû conserver de la forme fondamentale de celui-ci est quelque chose de tout différent, quelque chose de vivant et vrai, transformé par elle. Le christianisme a transformé la difformité du judaïsme. Une autre phrase. Dans le christianisme, le Créateur en dehors du monde, qu'il a créé, produit de rien, est identifié avec le Sauveur et par lui avec l'humanité. Il est le représentant de celle-ci qui est rachetée par lui, de même qu'elle avait failli en Adam, et se trouvait depuis lors dans les liens du péché, de la corruption, de la souffrance, de la mort. C'est ici la manière de voir du christianisme aussi bien que du bouddhisme. Le monde ne peut plus apparaître dans la lumière de l'optimisme juif qui avait trouvé que tout était bien. Non, c'est plutôt le diable qui se noble maintenant prince du monde. Je peux vous lire des phrases comme ça de Hegel et de Schopenhauer, on n'en plus finir. On n'a pas besoin d'aller très loin. Hegel a eu un des principaux élèves de Hegel, qui c'est, vous savez ou pas? Karl Marx. Le personnage qui a fait verser la plus grande quantité de sang juif dans l'histoire humaine. Pas lui personnellement, mais par tout le biais de bolchevisme. Et qu'est-ce que c'est l'histoire de Karl Marx? Celle d'un juif d'Allemagne, dont déjà les deux parents sont convertis au christianisme. Et qui a une haine incommensurable pour le judaïsme. C'est aussi un point à rajouter à l'histoire du peuple juif en Allemagne. Et c'est l'élève principal, un des principaux élèves de Hegel, qui était aussi avec Karl Marx, un des élèves de Hegel, un des pères du marxisme, un autre juif, Engels. Vous le connaissez ou pas?
Bon, encore un autre acolyte. C'est ça. Vous voyez, regarde, ça c'est les personnages pensants, les bien-pensants a priori. Les grands personnages. Maintenant, vous avez entendu parler du philosophe allemand Fichte. Ça s'écrit en français Fichte. Vous me dispenserez de plaisanterie. Fichte, un des plus grands philosophes, la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, tout de suite après la Révolution française, est interpellé par les autorités allemandes qui lui demandent est-ce qu'il faut accorder aux Juifs la citoyenneté allemande. Vous savez quelle est la réponse de Fichte? Écoutez bien. Je ne vois à cela aucune possibilité, si ce n'est qu'en une nuit on coupait à tous la tête et on la changerait en une tête qui n'aurait rien d'aucune idée juive. C'est les grands philosophes que l'Europe brandit. Je peux continuer, je pourrais comme ça continuer à vous parler comme ça pendant des années. Je vous assure, pendant des années, je peux vous parler. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'un papier. Vous savez pourquoi je n'ai pas besoin d'un papier? Dans mon ADN ici, sont inscrits tout ce qu'ont fait les nations à mon peuple. Depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a aucun biologue qui va être capable d'effacer ça. Et il y a aussi quelque chose de très sérieux, j'ai hérité ça à mes enfants, j'ai fait hériter ça à mes enfants. Et je mets un point d'honneur à ce que ça passe dans l'ADN. J'ai aucune intention de pardonner aux nations ce qu'elles ont fait à notre peuple, nulle part, ni dans le monde chrétien, ni dans le monde islamique. Une petite seconde, laisse-moi juste. Mais alors attendez, il y a un point extrêmement important. Quelle a été la suite de ce drame? Quelle a été la fin de ce drame? Il y a eu une mer de sang. Je ne sais même pas de sang parce qu'on a été brûlés. Une mer de cadavres, un océan de cadavres. Mais quelle a été? Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après ça? L'État d'Israël renaît. Et là, je suis obligé de vous dire, au nom du Rav Kook, le Fils cette fois-ci, que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Mais il y avait un gros problème. Impossible d'amener à cela parce que le peuple juif, tellement incrusté dans la diaspora, il refuse après 2000 ans de réintégrer la maison. Et le Rav Kook, le Fils, n'hésite pas à dire à quoi ça ressemble. Vous allez être un peu secoué, mais je vous traduis ça. On a besoin de plus de temps, mais enfin, c'est ce qu'on a maintenant. Il dit quand quelqu'un est atteint de la gangrène, quelquefois il faut couper une jambe. Il n'y a pas le choix, ça fait très mal. Mais c'est la seule façon de le sauver. Akadosh Baruch Hu devait arracher son peuple d'exil, de la diaspora. Impossible de le faire, atteindre la gangrène. C'est ce drame-là qui l'a secoué, qui lui a permis d'arriver en terre d'Israël. Et là, je rajoute, et aux nations de reconnaître le droit à l'existence d'État d'Israël. Écoutez bien cette dernière histoire. Quand Israël demande à être reconnu par l'ONU, en 1947, les conseillers du Pentagone vont voir Roosevelt. Et Roosevelt convie les conseillers du Pentagone à donner leur avis sur le vote que doit adopter les États-Unis, que doivent adopter les États-Unis concernant la création éventuelle de l'État d'Israël. Les conseillers du Pentagone lui disent à Roosevelt, on ne peut pas voter pour. Roosevelt leur dit pourquoi? Parce que si on vote pour, on va perdre un marché de 400 millions d'Arabes. C'est des arguments extrêmement moraux, vous savez, c'est très important, très idéaliste comme ça. Roosevelt dit, alors votez contre. Ah, il dit non, on ne peut pas voter contre. Il dit pourquoi vous ne pouvez pas voter contre? Il dit parce qu'il y a 6 millions de cadavres. On ne peut pas voter contre, personne ne va avaler ça après 6 millions. Après un drame pareil, personne ne va avaler ça.
Alors Roosevelt leur dit, mais alors décidez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous me dites on ne peut pas, et oui, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoutez, Monsieur le Président, voici notre proposition. Voter pour, on ne peut pas se permettre. Voter contre, on ne peut pas se permettre. Quelle est la solution, dit Roosevelt? Eh bien, voici la solution que nous proposons. Nous devons voter pour parce qu'on n'a pas le choix, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pourquoi, dit Roosevelt? Il dit parce que les armées arabes vont les attaquer. Dans 3 mois, ils sont effacés de la carte. Comme ça, c'est sur cette base-là que les États-Unis ont voté pour la création de l'État d'Israël. Persuadés qu'on allait être effacés. Mais vous voyez que sans ce drame-là, les nations ne nous auraient pas laissé réintégrer notre terre. C'est quelque chose d'effrayant. Une haine comme ça, qui dure depuis des millénaires. Mais pour nous, ça a été le retournement, et là je vais vous raconter quelque chose qui concerne le Technion, qui me concerne personnellement, et qui a un impact extrêmement important. Je suis arrivé au Technion en 70. J'ai commencé à enseigner ici en octobre 70. Mais je suis venu au département de maths. Je n'avais pas du tout l'intention d'être rabbin. Il y avait ici un rabbin. Il a tenu le coup très peu de temps parce que c'était très dur. Je ne veux en aucune façon faire un reproche ou les critiquer. Je vous raconte ce qui s'est passé. C'était très difficile d'être rabbin ici. Il a tenu 2 ans et il est parti. Ensuite est venu un second rabbin qui a tenu 3 ans, 3-4 ans. Il était Talmid Chacham. Mais il n'avait pas de culture universitaire et le monde du Technion était cruel vis-à-vis du judaïsme religieux. Pour eux, c'était, je ne sais pas si vous le savez, mais ils étaient opposés à la création d'une synagogue. Ils sont allés voir le donateur, ils lui ont dit construis-nous une faculté de physique. Il leur a dit non. Si vous voulez une synagogue, sinon rien. Alors il y a eu une réunion plénière des sommités du Technion et ils ont décidé à la fin, ben bon, on va construire une synagogue, comme ça nous permettra de faire toutes nos fêtes sans avoir besoin de rabbin. Bishmaza, ils n'ont pas eu la chance, je suis arrivé ici. Alors, ils me l'ont dit, ne croyez pas, ils me l'ont dit. Alors, il est venu, ce deuxième rabbin, un Talmid Chacham, et il n'a pas su qu'est-ce qu'il fallait faire, et c'était très difficile, je ne l'accuse pas. Quand j'ai vu qu'il déposait sa démission, j'ai eu peur que ce poste tombe entre les mains de quelqu'un d'inadéquat. J'ai couru chez le Rav Kook, le fils du Rav Kook, et je lui ai dit que votre Rav, écoutez, ce poste est extrêmement important. Je vous en prie, envoyez quelqu'un d'adéquat. Il m'a dit d'accord. J'ai toujours sa lettre jusqu'à aujourd'hui. Et il envoie une personnalité, écoutez, quelque chose qui relève du surréalisme. Il envoie un personnage qui a étudié à Tübingen, en Allemagne, dont le père était officier nazi. Et lui, il a fait ses études de curé à Tübingen, curé de pasteur protestant à Tübingen, un des plus grands instituts en Europe. Et là-bas, dans cet institut, une fois qu'ils ont terminé toutes leurs études de curé, il faut aussi un doctorat pour avoir une culture générale. Et ensuite, on leur demande d'aller passer 1 ou 2 ans dans un grand centre culturel dans le monde. Après son doctorat sur Kant, il va à Boston. Et je ne sais pas qui l'a amené là-bas, écouter un cours d'un très grand Talmid Chacham, le Rav Soloveitchik, tellement impressionné par la conférence, qui était un grand philosophe aussi, tellement impressionné, au lieu de rentrer à Tübingen, il vient à Jérusalem, il se convertit, il fait des études de rabbin. Et moi, fils de rescapé d'Auschwitz, c'est moi qui l'amène. Et on est devenus d'excellents amis. Et il a étudié avec moi, Torah, on étudie ensemble. Vous vous rendez compte, un petit peu surréaliste. Il sert de rabbin pendant 5 ans et demi.
Après 5 ans et demi, un jour, je le rencontre là à côté, et il me surprend en me disant, écoutez, je suis désolé, mais j'ai déposé ma démission en tant que rabbin. Je dis, mais comment tu fais une chose pareille? Il me dit, c'est pour des raisons personnelles, je devais déposer ma démission, etc. Je lui dis, mais comment tu fais une chose pareille? Tu sais très bien que je t'ai amené ici pour que ça ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Comment tu déposes ta démission sans t'occuper que quelqu'un d'adéquat vienne à ta place? Je lui dis, qui c'est qui t'a dit que je ne me suis pas occupé? Je lui dis, ah bon, d'accord. Et on peut savoir qui t'a proposé? Il m'a dit, oui, j'ai posé ta candidature à toi. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas candidat. Moi, je ne veux pas être rabbin. Mon père, il ne voulait pas être rabbin, il a été rabbin. Mon grand-père ne voulait pas être rabbin, il a été rabbin. Mais moi, je ne veux pas être rabbin. Il m'a dit non, réfléchis, etc. Je lui ai dit non, c'est tout réfléchi, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, je suis prêt à donner des cours de judaïsme à qui tu veux, pas être rabbin, je ne veux pas de problème. Alors, il m'a dit non, il m'a dit, tiens encore quelques temps pour réfléchir. Je dis combien de temps? Il me dit 1 mois. Tu vois? J'ai réfléchi, je reviens au bout d'1 mois, je lui dis écoute, je ne change pas d'avis. C'est comme je t'ai dit, je ne suis pas intéressé à se matraquer. Et à ce moment-là, exactement à ce moment-là, j'apprends que la commission avait, rejeté ma candidature qu'il avait posée pour des raisons malhonnêtes. Il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas me supporter, pour des raisons à lui, peu importe, et qui... J'ai dit, ah bon, s'ils ne veulent pas de moi, alors je candidate. Seulement, il y avait un problème. Comment renverser? Je reçois la lettre. J'avais déjà reçu la lettre que ma candidature a été refusée. Comment renverser une décision pareille? C'est une décision, une commission du Technion. Faire de la pub pour que je sois rabbin. Je viens d'une famille où on n'a jamais posé notre candidature pour être rabbin. On est opposé fondamentalement à ça. Je suis obligé de vous dire pourquoi. Dire qu'on est candidat pour être rabbin, ça veut dire qu'on mérite d'être rabbin. Un rabbin qui considère qu'il mérite d'être rabbin, ça veut dire qu'il ne mérite pas. C'est les juifs qui doivent décider s'ils veulent, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme moi je ne voulais pas faire quoi que ce soit, il y avait un groupe d'étudiants ici qui a dit, nous on va faire le travail, c'est nous qui allons renverser ça. 3 étudiants, 2 Français venant de Strasbourg et 1 Israélien vont bouleverser tout ça. Et ils ont amené la commission à changer d'avis et j'ai été nommé comme rabbin. Mais ce qui est important, pourquoi je vous raconte ça? Un de ces étudiants-là, il y a un point qui est important. Moi, ça m'a été très difficile d'être rabbin au Technion, mais ça m'a été beaucoup plus facile que mes prédécesseurs. Pourquoi? Parce que je suis rentré en tant qu'enseignant, en tant qu'Issegel ici, du département de maths. Alors il me regardait à moi comme un chercheur, vous comprenez? Alors je ne suis pas le rabbin, je suis enseignant. Vous comprenez? Alors on peut lui pardonner d'être rabbin parce qu'il est là. Ça fait rien ça. Écoutez, moi je leur ai bien rendu la monnaie de la pièce. Moi aussi je leur ai pardonné, je leur ai rentré un bête midrash là, tout ça. Ben Gourion il se retourne dans sa tombe, mais j'y peux rien. Archab, ce qui est important, ce que je dois vous raconter, c'est que la plupart, la quasi-totalité des cours de judaïsme depuis 70 ont été donnés par moi, pas par les rabbins. Non, pas parce qu'ils n'avaient pas de connaissances, parce que les seuls juifs qui, jusque dans les années 80, voulaient écouter un cours de judaïsme au Technion, c'était des juifs venant de France. Les Israéliens religieux ne voulaient pas venir au Technion. Pour eux, c'était la ville laïque, on ne vient pas ici. À Bar-Ilan, Jérusalem, où vous voulez, mais pas au Technion. C'est moi qui ai amené les religieux ici. Et donc, il n'y avait que les Français, et bon, les Français ne dominaient pas toujours suffisamment l'hébreu pour suivre un cours de pensée juive en hébreu. Donc, c'était moi qui donnais le cours. Et en 77, arrivent ici 2 garçons qui viennent de Strasbourg. Et un d'entre eux, ils suivent des cours de Talmud chez moi, un d'entre eux écrit tout naturellement à sa mère.
en lui disant qu'est-ce qui se passe ici. Entre autres, il lui raconte qu'il prend un cours de Talmud chez un certain docteur Zinu. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit une lettre à mon père à Paris, et voici le contenu de la lettre. Mon père me lit ce contenu par téléphone. Il me téléphone un jour, il me dit, écoute, quelle lettre je viens de recevoir de Strasbourg. Monsieur le rabbin, je veux savoir, monsieur le grand rabbin, il était dit un grand rabbin, je veux savoir, y a-t-il un rapport entre vous et le Zini du Technion? Et si oui, j'espère pas dans les mêmes circonstances. Des termes incompréhensibles pour personne qui ne comprend pas, qui ne sait pas d'où ça vient. Écoutez bien l'histoire. La mère de ce garçon-là est la fille aînée d'une famille qui a été emmenée dans les camps de concentration. Ils étaient 4 enfants, 3 filles et un garçon. La mère avait 9 ans quand les parents ont été emmenés au Veldiv. La mère a eu le temps de cacher ses 4 enfants dans un couvent avant d'être emportée. La mère est revenue des camps, a réchappé, le père a été assassiné. Évidemment, la première chose qu'elle a fait, c'est de rechercher ses enfants. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans tous les couvents et monastères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient les enfants d'un endroit à l'autre pour les convertir au christianisme et que les parents ne puissent pas les retrouver. Vous savez ça ou pas? Et c'est ce qu'ils ont fait avec ces enfants-là. La mère revient et demande au couvent, où sont mes enfants? Désolé, vous savez, c'était la guerre, ils sont passés, il a fallu les passer, on ne sait plus, on n'a plus les traces et tous les bobards connus. Et la mère commence à rechercher ses enfants, désespérée. Elle arrive chez mon père parce qu'elle a appris que mon père s'est occupé de retrouver des enfants et avait aidé certaines familles. S'adresse à mon père en lui disant, monsieur le rabbin, on a appris que vous avez aidé des familles à retrouver des enfants, est-ce que vous êtes prêt à m'aider? Mon père lui dit, vous aider, bien sûr, mais vous garantir que je vais les trouver, je ne peux pas vous garantir, je suis prêt à vous aider. Mon père commence à se mettre à la recherche. Après quelques semaines, il arrive à retrouver les traces des enfants. Et il retrouve les enfants. Il vient annoncer ça à la mère. Il frappe chez elle, c'est un vendredi matin, à 11h du matin, il frappe à la porte une première fois, pas de réponse. Deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, pas de réponse. Il frappe sur la porte d'en face, chez une voisine. Est-ce que vous sauriez par hasard où est votre voisine? Il lui dit oui. Elle a été internée il y a 2 heures dans un hôpital psychiatrique. Elle a perdu la raison de douleur. 2 heures avant que mon père vienne lui annoncer qu'il a retrouvé les enfants, elle a perdu la raison à cause de cela. Elle ne l'a jamais retrouvée, la raison. Elle est décédée il y a très peu de temps. Il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Que fait mon père avec ses 4 enfants? Il était à la tête d'un homme d'enfants de Lozé, c'est-à-dire des enfants de rescapés du camp, etc. Il prend ses 4 enfants tout naturellement chez lui dans l'internat. L'aînée, la fille aînée, avait à ce moment-là 13 ans déjà, 3-4 ans sont passés. Et c'est à Bruxelles. Mais l'impressionnant, c'est la chose suivante. Quand mes parents sortaient, j'avais 3 ans, je me rappelle de ça comme aujourd'hui. C'est elle qui me servait de babysitter. Et je me rappelle comme aujourd'hui, elle me prenait à la fenêtre. Quand mes parents sortaient, il dit au revoir à tes parents. Ce garçon-là, c'est son fils. Je lui enseigne Torah ici au Technion sans savoir que c'est son fils. Alors elle a écrit à mon père en lui disant, s'il y a un rapport, j'espère pas dans les mêmes circonstances. Vous comprenez pourquoi? Regardez, c'est ce garçon qui s'est battu pour que je sois rabbin. Et c'est moi qui l'ai marié à Jérusalem, en présence de ma mère, en présence de sa mère, en présence du grand rabbin de Strasbourg de l'époque, le grand rabbin Dreyfus, il s'appelait. Évidemment, au moment où j'ai dit quelques mots, j'ai dit, vous voyez, l'Allemagne a voulu nous éliminer il y a de cela 40 ans, je ne sais pas combien c'était à l'époque. C'est nous qui sommes à Jérusalem de retour. Et on se reconstitue ici.
Pour que vous compreniez bien l'ampleur de cela, il y a 3 ans, dans un exercice militaire commun entre la RFA, c'est comme ça que ça s'appelle chez les Allemands, non? Pardon? Non, l'armée de l'air. Ah, Luftwaffe. Il y a comment dire ça, un combat virtuel entre l'armée israélienne et l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Ils ne se tirent pas évidemment des fusées pour de bon, mais c'est sur ordinateur tout. Vous savez quelle est la conclusion du combat? Pas un seul avion allemand reste entier, pas un seul avion israélien touché. Ils ont voulu nous effacer, c'est nous qui sommes là. On a payé il y a très très cher. Très très cher. Mais le peuple juif a tout de même le dessus. Regardez maintenant, vous rentrez dans Internet, l'homme chané, qu'est-ce que vous regardez? Vous avez toujours un item qui vous saute en plein figure. Acheter un appartement pour 4 sous à Berlin. Vous vous rendez compte du renversement? Cette grande puissance-là. Un Israélien il peut se permettre maintenant d'acheter pour 4 sous un appartement à Berlin. Il ne peut pas s'acheter un appartement ici à Berlin, il peut l'acheter. Tout renversement. Pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire, je vous cite un midrash et par ça je vous laisse parce qu'il est très tard maintenant, c'est Koufat Bechinot et autres. Il y a un midrash extrêmement important qui dit la chose suivante. Il dit à quoi ça ressemble l'époque messianique. Il y a un juif qui recherche la ville. Vous savez comment on appelle la ville et ses faubourgs en hébreu? Médina. Alors, le Midrash raconte qu'il y a un juif qui s'adresse à un passant et lui dit où est le chemin vers la Médina, dans le sens de la ville et ses faubourgs. Le passant lui dit continue tout droit, quand tu rencontreras sur ton chemin un cimetière, tu sauras que c'est immédiatement après cela. Un midrash d'il y a 2000 ans. Vous avez compris? Il y a 6 millions de cadavres dans le cimetière. Mais tout de suite après, il y a la Médina. Ce drame a été un drame incommensurable, il le restera, mais il a été celui qui va permettre la reconstitution du peuple juif sur tous les plans. Et bien, Hashem, on oubliera tout ça. On va transformer ça en bracha. C'est ça la force de notre peuple. De prendre les pires malheurs et d'en faire un tremplin pour tout changer, tout bouleverser et pour s'élever. Il l'a toujours fait, il continuera à le faire. Je vous avais promis de terminer sur quelque chose de plus sympathique. D'accord? Vous êtes maintenant un peu plus loin même que ce tremplin. On est là maintenant, ici en plein. D'accord? Il vous reste juste à continuer à construire, à participer à ça et à effacer tous ces souvenirs pénibles. D'accord? En reconstruisant votre vie ici, en construisant votre vie ici, vous reconstruisez la vie de tout le peuple juif et toute l'histoire, vous la bouleversez. Alors je vous souhaite une bonne réussite à tous. À vos examens aussi.